Sud Radio, la petite philo de l'été, Vincent Cespedes. Bonjour Vincent. Bonjour Laurence. Auteur du livre Les 50 plus grandes théories des philosophes français aux éditions Courrier du Livre. Alors, ce matin, Vincent, alors qu'Alain Delon va être inhumé aujourd'hui à Douchy dans le Loiret, vous vouliez revenir sur le culte autour du comédien. Et avec cette question déjà, pourquoi Alain Delon est-il tant célébré à la fois pour sa beauté et son charisme, même après sa mort? Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah oui, Alain Delon, ce n'est pas seulement un nom, c'est une incarnation magique qui semble invoquer un temps où les hommes portaient des vestes bien taillées avec des regards pénétrants, au lieu de pantalons slim et de selfies sans âme. Alors, pour répondre à votre question, Laurence, pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord plonger dans la culture de l'époque et le rôle de Delon dans celle-ci. Delon n'était pas seulement un acteur, il était un reflet d'un monde où l'apparence importait presque autant que le talent. Dans les années 60-70, le cinéma était encore un temple de l'idéalisation. Les stars étaient des dieux parmi les hommes et Delon, avec son visage ciselé et son allure de félin, tenait une place de choix dans cet Olympe. Le philosophe Walter Benjamin, dans ses écrits sur l'art à l'ère de la reproduction mécanique, soutenait que la beauté des stars de cinéma notamment, résidait en partie dans leur capacité à cristalliser un moment, une époque, un idéal. Eh bien, Delon, avec sa beauté glacée et son détachement stoïque, a incarné un idéal de masculinité qui semblait au-dessus des tourments du quotidien. Comme le soulignaient les critiques, cette apparence d'homme sans âge, faisait de lui non seulement un objet de désir, mais aussi un symbole de stabilité dans un monde en mutation. Et en même temps, il y avait quand même aussi Belmondo avec sa tête de boxeur, aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on les a liés les deux, c'est ça. Il y a un côté... Exactement, ils formaient un véritable duo. Ouais. C'est ça. Il y a un côté nostalgique aussi, forcément, pour des temps perçus, comme peut-être plus sain. Enfin, genre, c'était mieux avant, non ? Bien sûr, c'était aussi le temps d'avant Internet, d'avant les réseaux sociaux, d'avant le tourbillon incessant des nouvelles 24 heures sur 24. Donc, son image était soigneusement contrôlée, projetée sur des écrans avec une aura de mystère et de glamour que les stars d'aujourd'hui, avec leur compte Instagram et leur controverse sur X, peuvent difficilement égaler. Donc oui, il incarne, vous avez raison, une espèce de rêve perdu d'une époque où les lignes étaient plus claires, les valeurs plus établies, où la beauté elle-même semblait être une sorte de vérité universelle. Bien sûr, dans notre monde cybermoderne, la réalité du vieillissement est omniprésente. Les réseaux sociaux, autrefois réservés aux jeunes, sont désormais envahis par des seniors influents qui se réapproprient leur image, souvent en réponse à une industrie de la beauté et de la mode qui commence à comprendre que les consommateurs de plus de 50 ans ne se contenteront pas de disparaître gracieusement. Et donc, la fascination pour Delon pourrait être vue comme un rejet de notre cybermodernité compliquée. À une époque où les mouvements sociaux redéfinissent ce que signifie vieillir, où le vieillissement réussi est célébré, Delon symbolise un retour à des valeurs plus rigides et traditionnelles. Avec une allure éternelle. Il incarne un idéal masculin d'une époque où la beauté et la jeunesse étaient inextricablement liées au pouvoir et à la virilité. Aujourd'hui, cet idéal est bousculé les valeurs prédominantes aujourd'hui, c'est plutôt la vulnérabilité, l'adaptation. Donc, l'icône Delon incarne cette époque. Les rôles étaient plus clairs, les hommes étaient hommes, les femmes étaient femmes. Homme avec un grand H, la notion de virilité aussi. Loin de toute fluidité, exactement. Et puis il y a aussi cette idée, peut-être que le véritable charme de Delon, c'est pas tellement qu'il reste jeune, mais qu'il nous permet de prétendre, même pour un instant, que nous le sommes aussi. Ouais, c'est ça. L'effet miroir aussi, Vincent Cespedes. Mais donc, il incarne, on a bien compris, un idéal masculin. Mais est-ce que c'est un idéal qui répond au code d'aujourd'hui ou plus du tout d'ailleurs ? Eh ben, j'ai l'impression que plus du tout, parce que aujourd'hui, c'est quoi, Laurence ? La plupart des figures publiques semblent interchangeables, ultra polies, désireuses de plaire à tout le monde. Delon représente une forme de masculinité forte, certains diraient toxique.
charismatique et résolument insoumise. C'est un anti-héros par excellence, un homme qui refusait de se conformer aux attentes. Et contrairement aux célébrités contemporaines, soigneusement managées pour éviter les dérapages, Delon était connu pour ses rôles de personnages moralement ambigus et pour ses opinions politiques qui ont souvent suscité la controverse. Par exemple, son interprétation dans Le Samouraï de Jean-Pierre Melville incarne cette dualité, un tueur à gages, glaçant, qui opère selon son propre code moral, loin des normes de la société. C'est ce même refus de se conformer qui a marqué sa carrière et sa vie personnelle, où il a souvent été associé à des figures controversées comme Jean-Marie Le Pen, tout en affirmant admirer Charles de Gaulle. Notons que malgré ces controverses, Delon est resté une figure aimée, ce qui suggère que beaucoup de gens valorisent encore ce type de charisme authentique et imparfait. La fascination pour Delon serait alors une critique de notre culture actuelle qui, en cherchant à plaire à tout le monde, pourrait manquer le pouvoir magnétique de ceux qui osent être simplement eux-mêmes, avec toute leur complexité et leurs contradictions. Delon nous rappelle que parfois, c'est précisément dans l'ombre et l'ambiguïté que réside la véritable étoffe des légendes. Ouais, et légendes d'éternelle jeunesse, comme vous le disiez. Alors, les jeunes d'aujourd'hui, comment ils font pour trouver leur place, justement, face à tous ces grands mythes du passé que beaucoup vénèrent, alors ? L'une des critiques récurrentes à l'égard de notre culture médiatique est précisément son incapacité à inclure véritablement les perspectives des jeunes. Comme le soulignent plusieurs études, la jeunesse actuelle, notamment la génération Z, est profondément engagée dans les débats sur les questions sociales absolument vitales comme le changement climatique, le racisme ou la justice sociale. Pourtant, malgré leur engagement actif, leurs voix sont souvent reléguées au second plan dans les discussions médiatiques et politiques dominées par les générations plus âgées. Cette marginalisation n'est pas due au hasard. C'est un choix culturel qui reflète une certaine jeunophobie dans notre société. En se concentrant sur la nostalgie et les mythes du passé, nous créons un espace où la jeunesse actuelle se voit exclue de la table des discussions. Ces jeunes sont souvent réduits à des icônes temporaires plutôt qu'à des participants permanents dans le débat public. Et la clé pour mieux valoriser la voix des jeunes me semble résider dans une transition de l'idée de donner une voix à celle de centrer les voix. Il ne suffit pas de permettre aux jeunes de parler. Il faut repenser la structure même de nos forums de discussion pour qu'ils soient véritablement inclusifs et reflètent la diversité des expériences et des perspectives des jeunes. Cela signifie déplacer le pouvoir des mains des générations plus anciennes vers une nouvelle génération plus représentative et connectée aux réalités actuelles. Et d'ailleurs, c'est ce que vous faites, Vincent Cespedes, pour terminer, puisque vous avez lancé un podcast philo fait par des jeunes qui s'appelle En Vrai, qui est disponible sur toutes les plateformes. Exactement. Avec un premier épisode sur le bonheur. Merci beaucoup, mon cher Vincent. Merci, Laurence. On se retrouve le week-end prochain. Merci.